En tant que scénariste, les prix sont souvent sur un album ou sur une histoire, ou ça peut être sur une série, mais c'est rare, enfin, c'est même le seul cas où en fait on est distingué pour l'ensemble de son travail, alors même que le travail d'un scénariste peut vraiment varier énormément d'une série à l'autre en bande dessinée, parce qu'à chaque fois qu'on change de collaborateur, on peut changer complètement d'univers. Et souvent, ça nous fait un peu disparaître derrière notre œuvre, quand elle est comme ça, un peu multiforme. Donc ce genre de prix nous fait remonter un petit peu à la surface en disant tiens, je t'ai vu derrière. Et ça c'est chouette. Le jeune Wilfried Lupano, il lisait beaucoup de BD franco-belges à gros nez. Alors oui, Super Dupont en faisait partie pour le coup. Typiquement, moi je faisais partie de ces lecteurs qui ne savaient pas toujours très bien les noms des auteurs des séries qu'il adorait. Cette particularité de la bande dessinée qui est que nos productions sont plus fortes que nous. C'est quelque chose que j'aime bien moi dans la bande dessinée, c'est que nos personnages nous dépassent très souvent en notoriété les auteurs. C'est un peu une école de l'humilité là-dessus. Les gens ne savent pas très bien qui fait quoi. Et je trouve que c'est ok. Enfin, c'est la règle du jeu en bande dessinée, quoi, ça me va. Mais en tant qu'auteur, je me reconnais vraiment dans ce côté hétéroclite de Jacques Lob. Moi, je me revendique complètement de ça. Je fais des trucs très différents les uns des autres. Et je vois bien dans son œuvre que c'était pas quelqu'un qui déroulait du câble et qui disait vous avez aimé ça, je vais vous en faire pendant 15 ans. Il cherchait, il tentait des trucs qui marchaient, des trucs qui marchaient pas, il allait où... Et moi je me sens comme ça, quoi. Je suis arrivé à ce sujet un peu par hasard en me documentant sur les destructions du savoir de l'homme par l'homme. Sur ces moments de l'histoire où l'homme détruit lui-même son propre savoir et sa propre culture, c'était un truc qui m'intéressait. Et j'ai découvert cette histoire de l'incendie de la grande bibliothèque de Cordoue en 976. Et ça m'a immédiatement donné envie, j'ai adoré ce sujet, parce que c'était pour moi aussi l'occasion de changer un peu de braquet, de parler d'une civilisation à laquelle je ne connaissais rien, à savoir l'islam médiéval, et d'apporter un sujet un peu neuf, j'avais l'impression. C'est un sujet jamais traité à ma connaissance en BD. Et donc l'occasion de se documenter, de faire rentrer un peu d'air frais en parlant d'une culture dont on ne parle jamais. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de mettre en scène des gens qui se rebellent contre cette destruction, alors qu'ils n'ont absolument pas les moyens de leur rébellion. C'est des gens qui ne sont pas faits pour l'aventure, c'est des intellectuels, c'est des archivistes, des bibliothécaires et des copistes qui se mettent en tête tout à coup de sauver ce qu'ils peuvent du savoir universel. Et ça, c'est une histoire qui m'a vraiment touché. Pendant que je l'écrivais, il y avait la guerre en Syrie, et je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu tout un réseau de libraires qui ont recréé une bibliothèque dans un parking souterrain au milieu des décombres d'Alep. Il me semble que c'est Alep, où ils allaient chercher les livres dans les décombres des librairies bombardées avec des brouettes, récupérer tous les livres qui n'étaient pas abîmés, et on recréait entièrement une librairie-bibliothèque dans des parkings souterrains qui échappaient au bombardement. Et c'était pile au moment où moi j'écrivais mon histoire d'archiviste qui part avec des livres sur une mule, et c'est la même histoire en fait. C'est un bouquin qui a une dimension d'engagement pour moi parce que ça raconte au Xe siècle l'instrumentalisation d'un pouvoir religieux radical à des fins politiques. Ça raconte une forme de terrorisme radical et religieux que l'on sent un petit peu partout aujourd'hui autour de nous. Donc évidemment, il y a énormément de points communs entre cette histoire et la nôtre. À cette époque, la lumière, les lumières, faut plutôt aller les chercher dans le monde musulman.
ils sont en avance sur un millier de trucs à cette époque-là, et on a tendance, nous, dans notre vision et dans l'enseignement qu'on fait, moi, on ne m'a pas dit une ligne, dans toute ma scolarité, on ne m'a pas dit une ligne sur le monde arabo-musulman en cours d'histoire, etc. C'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé. J'ai découvert tout ça par moi-même par la suite. Et ça me paraît intéressant d'apporter ça aujourd'hui dans le débat public. On parle quand même tout le temps de l'islam, sans y connaître rien la plupart du temps. On est un peuple, on est un peuple très très ignorant de la culture musulmane en France, pour des gens qui en parlent tout le temps. Je veux dire, parce que quand on ne sait pas, c'est pas grave de ne pas savoir, il suffit juste de fermer sa gueule, mais quand on parle tout le temps d'un sujet, c'est quand même bien de s'y intéresser. Et quand on s'y intéresse, on découvre des choses magnifiques, des périodes plus lumineuses que d'autres, des périodes plus sombres que d'autres, et on a les mêmes dans notre histoire. Et c'est amusant de voir comment elles s'enchevêtrent, comment elles se répondent. Le livre, il essaie de contribuer un peu à ça, quoi. C'était tout l'enjeu pour le dessinateur Léonard Cheminot d'arriver à représenter graphiquement une époque pour laquelle on n'a plus du tout de source. Il y a vraiment les premières iconographies de cette période-là et de cette zone-là, elles ont déjà 200 ans ou 300 ans de plus, hein. Ça date plutôt du 11e, 12e, etc. Mais avant, on n'a quand même pas grand-chose, donc on tâtonne, on s'est basé sur ce qui reste, on s'est basé sur les prospectives, mais c'est difficile. On a supposé quand même qu'on essayait de reproduire à Cordoue et dans le califat de Cordoue, qu'on essayait de reproduire énormément de choses de l'Orient, et notamment de la grandeur et de la splendeur de Bagdad et de la cour de Bagdad, etc. Parce qu'on sait dans les documents qu'on avait à cœur au califat de Cordoue de ne pas être le califat des ploucs, quoi. Il ne voulait pas être en dessous, le fait de s'autoproclamer califat, c'était politiquement un geste très très fort. Ça voulait dire on n'est plus vos vassaux, on est vos égaux. Et donc il fallait que ça se voie, il fallait que ça claque. Donc ils étaient quand même en quête d'informations sur ce qui se passait à Bagdad. Et on pense raisonnablement que ça devait quand même pas mal y ressembler. Voilà. La Bibliomule de Cordoue, c'est un livre sur les livres et surtout sur ceux qui les protègent, qui les copient, qui les transmettent, qui les font circuler. Et en fait, c'est un livre sur les gens qui vouent leur vie au livre et au savoir. Et ça nous a amusé, comme il y a énormément de livres précieux dans ce bouquin et de gros bouquins, et qu'on s'est rendu compte qu'on faisait nous-mêmes un gros bouquin sur les bouquins, de pousser un peu l'expérience pour le lecteur à lui faire une espèce de grimoire et de faire un gros bouquin qui claque un peu avec de l'or, avec un signet, avec une tranche teintée, avec une sublime carte à l'intérieur, une carte qui est basée sur une carte de l'époque. Voilà, parce que l'apparence des livres et le côté précieux des livres a un sens dans l'histoire qu'on raconte, que je ne peux pas divulgacher ici, mais en vrai ça a un intérêt dans l'histoire. Et donc pour que l'expérience de lecture soit un peu amusante, on a proposé ce look. Enfin, c'est Philippe Ravon, le directeur artistique de chez Dargaud, qui nous a aidé à réaliser cette merveille. Voilà.